peut-on peut-on différer l'antibiothérapie? C'est bien, je parle d'antibiotiques d'habitude, et là, je ne dois pas en faire. Donc, c'est très bien. Et voilà mes liens d'intérêt. Et on va essayer de positionner un peu le problème et regarder un peu ce qui se passe à l'heure actuelle. La décision individuelle, elle est quand même en partie liée à la décision collective. Et très clairement, de façon pour tout le monde assez claire, je pense, plus on met d'antibiotiques, plus on crée de résistance. Peu importe le mécanisme dans lequel ça se passe, mais c'est toujours le cas. Et puis qu'est-ce qu'on fait en France? Ben, voilà nos consommations d'antibiotiques. On a beau parler d'antibiotiques, voilà ce que ça donne sur la consommation française. Vous voyez qu'on est quand même assez champion, en particulier les C3G, les PNM ici, et ça continue à monter. Hein. C'est pas du tout en train de se calmer. Heureusement, et quand on regarde la consommation, que ce soit en ville ou à l'hôpital, vous voyez, on est en orange, on est presque les moins bons. Hein. Je veux dire, il y a encore la Grèce, les pays de l'Est un tout petit peu, mais on est vraiment les plus mauvais. Hein. En termes de consommation d'antibiotiques, on en consomme plein. Et si les autres n'en consomment pas plus et qu'ils n'ont pas plus de morts, parce que sinon ça se saurait, c'est qu'on peut probablement en utiliser moins. Un point important aussi dans ce schéma, pour faire un survol très rapide de la pression de sélection, c'est que ce n'est pas parce que vous avez mis une dose d'antibiotiques que vous n'avez pas fait de mal à un écosystème. Et ce papier de Laurent Sarment-Lefebvre montre que la colonisation digestive, malgré une dose d'imipenem, augmente le risque d'avoir une souche de gram négatif imipenem résistant. Et vous voyez que même une dose augmente, avec un odds ratio ajusté de 5,9, le risque d'avoir une souche imipenem résistante, gram négatif, dans les selles. C'est souvent du pseudomonas, ce n'est pas des BHR en permanence, mais vous voyez que même une dose, sachant que vous vous dites, bon, ça ne peut pas faire de mal, ce n'est pas vrai. Ne serait-ce que sur le microbiote, ça fait quelque chose. Un point très important, et j'aime beaucoup cet éditorial d'un vieux microbiologiste qui a pris sa retraite depuis, sur l'idée qu'il faut arrêter d'irriter les bactéries quand ce n'est pas la peine. Et donc, il faut traiter seulement les malades qui sont réellement infectés, les autres pas trop. Mettre une monothérapie quand c'est possible de mettre une monothérapie, qu'une bithérapie, c'est pas toujours utile. Pour élargir le spectre, ça peut être intéressant. Et puis, à la fin du traitement, il ne faut pas traiter plus longtemps que nécessaire. Et puis, il faut contrôler la source de l'infection. Et ça, je le rajoute, parce que ce n'était pas dans son éditorial. Et faire de l'hygiène hospitalière, ça, Jean-Ralph en parlera mieux que moi. Et donc, de temps en temps, il ne faut pas commencer les antibiotiques, et parfois... la précipitation, ce n'est pas forcément bon. Vous avez l'impression de faire du bien aux malades. Ben non, la précipitation, ce n'est pas toujours pas mal. Alors vous allez me dire, ouais, vous êtes gentil, facile à dire cette histoire, lui, il ne soigne pas les malades, il ne prend plus de garde, gna gna gna. Comment savoir si mon malade s'aggrave pour une autre raison? Pas facile. Puis ça m'évitera d'avoir des reproches demain de mon chef de service. De temps en temps, je suis aussi embêté par les gens qui ont commencé les antibiotiques que par les gens qui ne les ont pas commencés. Mais bon, après, on n'est pas obligé de donner des reproches le lendemain matin, parce qu'on fait ce qu'on peut. Et puis après, ça ne fait pas de mal. Ce n'est pas vrai que les antibiotiques ne font pas de mal. Il y a deux raisons pour qu'ils fassent du mal. Un, vous avez la toxicité des antibiotiques. Deux, une fois que vous avez mis vos antibiotiques, c'est votre benzodiazépine du soir, vous n'allez pas chercher un autre diagnostic. Et donc vous tuez les malades parce que vous avez raté l'embolie pulmonaire. Et tout le monde en fait, bah oui, d'accord. Alors quand il n'est probablement pas possible de différer les antibiotiques, alors vous avez ces papiers magiques, 49 000 malades, c'est du papier administratif, hein. C'est des bases administratives, c'est des chocs septiques ou des sepsis, 149 hôpitaux. Et vous voyez qu'effectivement, le respect des bundles, dont le remplissage, l'antibiothérapie efficace dans les premières heures, les 3 heures, et les lactates dans les 3 heures, eh bien c'est associé à une amélioration du pronostic. Ce qui est marrant, soit dit en passant, c'est que ce n'est pas le remplissage rapide qui sauve les malades, c'est l'antibiothérapie. Et là, dans cette série, on a vraiment l'impression qu'on gagne de la mortalité sur les patients en des urgences si on leur met des antibiotiques rapidement. Ceci dit, quand on regarde les chiffres, on est un peu surpris. C'est d'abord le choc. C'est quand on a des vasopresseurs que ça a l'air de marcher, dans les autres, il n'y a pas de différence. C'est totalement NS. Et puis, ce qui est marrant dans cette étude, c'est que moins on a de documentation bactériologique et plus c'est efficace. Alors moi, je n'ai jamais compris cette histoire. Hein, donc, et c'est vrai dans plein d'études. Et puis ce magic paper, là, le Kumar paper, le truc qu'on montre tous, où on gagne du temps à chaque fois qu'on traite les malades très très vite. Vous savez, il a compté le temps après l'hypotension artérielle par rapport à la mortalité des malades sur une base où la documentation bactériologique était grosso modo de moitié, et il montrait qu'il y avait une diminution spectaculaire du risque de décès en fonction de diminuer le temps après l'hypotension à mettre des antibiotiques.
Ce qui est bizarre dans cette étude, c'est quand c'est culture négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de documentation bactériologique, ça marche mieux en termes d'OR, et par rapport aux cultures positives. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne sais pas expliquer cet élément, et ça me paraît un petit peu bizarre. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils savent réfléchir? Et puis, quand on regarde les autres séries, et quand on fait une méta-analyse de tout, et ben, cette idée de le temps après l'hypotension, c'est vachement important, chaque heure compte. Bon, d'accord, moi, si je suis malade, je préfère être traité tout de suite, on est d'accord. Mais si vous traitez tout le monde sans savoir ce qu'ils ont réellement, et ben là, vous regardez le temps par rapport à l'hypotension artérielle, la mise en route du traitement, une méta-analyse des essais qui sont parus, et vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas de délai. Probablement, plus on traite tôt, mieux c'est quand ils ont réellement l'infection, mais quand ils n'ont pas réellement l'infection, c'est probablement pas très bien. Et puis cette étude, elle montre le contraire, c'est-à-dire que si vous regardez le délai après l'hypotension artérielle, c'est raté, c'est trop tard, vous n'arrivez pas à soigner les malades, c'est uniquement si vous mettez les antibiotiques avant le choc que vous arrivez à les sauver. Donc encore un autre message. Et puis en préhospitalier, vous allez me dire c'est peut-être mieux, alors il y a une étude très récente qui est parue dans le site Respiratory Medicine. Alors, c'est les Bataves, nos amis néerlandais, et donc vous savez qu'ils n'ont pas de résistance bactérienne. Donc ils ont mis des C3G en préhospitalier à tout le monde, très très vite, 26 minutes de prise en charge des sepsis, paf, une dose de rocéphine versus on les amène aux urgences, on ne leur met pas. Et regarde ce qui se passe. Alors effectivement, le temps pour avoir des antibiotiques, il est top, super rapide. Et qu'est-ce qu'on voit comme résultat final? La mortalité, rien. La durée de séjour, rien. Un petit peu plus de réadmission quand même, pour être très honnête. Et puis des délais bien plus longs pour la mise en route des antibiotiques dans l'autre groupe. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais ils ne sont pas assez sévères, peut-être que ça ne marche pas. Alors ils ont fait des sous-groupes. Vous voyez que qu'ils aient un sepsis sévère, un choc septique, rien du tout. Pourquoi? Pas simple. Alors qu'ils avaient 91% de malades dits infectés quand même. Alors, il y a quand même un message, c'est que le malade jeune qui a un vrai choc septique, quand même, on a l'impression, un purpura fulminans, une cellulite grave, ces malades-là qui demandent un traitement individualisé, eux, ils ont besoin d'avoir des antibiotiques très vite, probablement. Le malade qui est polypathologique, pour lequel l'infection a probablement déclenché quelque chose plus que le facteur majeur de prise en compte de l'aggravation, là, dans ce cas-là, c'est plus difficile. Donc peut-être un message intéressant à creuser dans ce domaine. Et donc plein d'éditoriaux, plein de gens très très bien qui commencent à dire bon, bah, faites attention quand même, c'est bien de dire qu'il faut mettre des antibiotiques très vite, mais peut-être que de temps en temps on peut se donner un petit peu de temps. Et puis Marvin Singer, pareil, nous dit qu'il y a plein de malades qui ont des antibiotiques pour rien, et dans les séries de la littérature, grosso modo 20% de malades ont des antibiotiques alors qu'ils n'ont pas d'infection, et encore 30% supplémentaires ont des antibiotiques alors qu'ils ont une infection possible, possible ne voulant rien dire. Quand on regarde les complications liées à la ventilation mécanique qui sont liées à un processus infectieux. Vous savez, l'IVAC, le truc vachement à la mode. Ben, quand on regarde sur la base Outcome Rea, vous voyez qu'elle est liée à une infection nosocomiale, 4 jours et des antibiotiques, que dans moins de la moitié des cas. Ce qui veut dire qu'on a surtraité probablement des malades dans près de la moitié des cas. Et plein d'autres causes sont possibles pour expliquer ça. Alors quand il est possible de le faire, cette étude, elle est très provocatrice, mais on la montre tout le temps parce qu'elle est intéressante. Ils ont fait une étude avant-après dans une réanimation chirurgicale avec des malades pas très très sévères. Première année, traitement agressif, on traite tout le monde. On a le droit de se lâcher. Dès que les malades ont un peu de fièvre, on leur fait des prélèvements, on les traite. Deuxième période, on réfléchit un peu, on fait des prélèvements, on a le droit de se lâcher si les malades sont choqués, et sinon on attend un peu. Et on regarde un petit peu ce que font les prélèvements et on traite en fonction des prélèvements. Alors effectivement, ils ont amélioré considérablement la vitesse de traitement des malades réellement infectés, ils ont amélioré considérablement la vitesse de traitement des malades choqués. Et pourtant, paradoxalement, la mortalité augmente dans le bras traitement agressif versus traitement conservateur. Alors c'est difficile à expliquer tout ça. C'est des malades pas très sévères, ils ont une mortalité de 7% en tout. C'est une étude avant-après, donc on peut toujours discuter. Je pense qu'ils ont appris. Ça veut juste dire que si on met les antibiotiques n'importe comment sans savoir ce qu'on fait probablement des bêtises. Et que ce n'est pas très bon. Ce n'est pas des bonbons, ça a une toxicité, et un traitement trop précoce, trop agressif, non réfléchi, est probablement associé à une aggravation du pronostic. Alors, il y a des situations sur lesquelles on peut quand même attendre. Le caté positif sans signe clinique, aucune raison de traiter. Un ECBU positif en réanimation chez un malade sondé, je ne vois pas pourquoi le traiter. Une culture de drain positif, pourquoi? Un prélèvement bronchique positif alors qu'il n'y a pas de suspicion de pneumonie nosocomiale, moi à mon avis, il ne faut pas les traiter. Il y a d'autres qui pensent que non. Alors un peu de temps, c'est pas mal. Une bonne connaissance du dossier, un bon examen clinique,
Alors ça, pour moi, c'est de la médecine individualisée. L'individualized medicine, qui est très, très à la mode, ça commence par ça. Ça commence par examiner les malades correctement. Et je pense que les biomarqueurs, bon, ça va. Hein. On peut aussi examiner les malades. Alors, je fais un peu vieux jeu, mais je pense que c'est très important. Les examens paracliniques et un coup de fil au spécialiste ou au médecin de garde ou quelqu'un qui peut vous aider ou qui peut réfléchir avec vous, c'est aussi important. Quand on regarde pour les cathéters, c'est pareil, une suspicion d'infection de cathéter, si on compare une surveillance armée à un traitement antibiotique très rapide, vous ne sauvez pas les malades en les traitant très vite, et par contre vous économisez les antibiotiques et les cathéters en réfléchissant un petit peu. C'est pareil pour la pneumonie nosocomiale. Si vous prenez une pneumonie nosocomiale, le diagnostic clinique, vous avez 53 pneumonies cliniques. Et si vous prenez un diagnostic sur un prélèvement distal, vous n'en avez que 11. Donc vous en avez traité dans un cas 50, dans l'autre cas 11. Et quand vous regardez les essais randomisés, qui sont un peu vieux, le papier de Jean-Yves Fagon il y a très longtemps, où on avait comparé une stratégie invasive distale versus une aspiration trachéale et je te traite ou je te traite pas, vous voyez qu'un certain nombre de malades dans la stratégie invasive, en l'occurrence près de la moitié, n'ont pas reçu d'antibiotiques et que paradoxalement, ça a amélioré leur pronostic. Ça n'est même pas identique, ça a amélioré le pronostic, probablement parce qu'on a fait d'autres diagnostics. Donc, moi, je pense que cette approche empirique, elle doit maintenant passer, et avec tout ce que j'ai dit, plus la nouveauté, c'est-à-dire l'approche très rapide et immédiate moléculaire du diagnostic, on doit arriver à faire du diagnostic et du traitement immédiat documenté, probablement avec ces approches moléculaires. Et puis les biomarqueurs. Alors, la ProCT, c'est quand même assez utile. On dit toujours que la PCT, bon, au début, c'est pas très bon pour le diagnostic, mais dans la pneumonie communautaire, c'est pas si mal. Dans la méningite de l'enfant, c'est pas si mal non plus. Donc il y a quand même des choses qu'on peut garder. Et puis il y a plein de biologies moléculaires qui vous permettent d'aller très très vite. On n'a pas le temps, et puis c'est pas le sujet de mon topo, je pense que d'autres aborderont ça, mais très probablement, on va vers une révolution des paradigmes et vers une interprétation moléculaire après 1 heure des prélèvements qu'on a fait avec un choix d'antibiotiques dirigé, documenté et individualisé qui est basé là-dessus. En conclusion, toujours après prélèvement, ne jamais traiter avant prélèvement. Et puis si vous avez démarré, bon, c'est pas un drame, si vous avez réfléchi, vous avez prélevé les malades et si tout est négatif, on pourra arrêter vite. Désescalader arrêt précoce si tout est négatif. Dans les autres cas, un examen clinique, des outils simples, des examens bactériologiques rapides. Dans certaines circonstances, comme le choc ou l'immunodépression, il ne faut pas attendre, mais prélever les malades. Je vous remercie.